Blaise, question simple, mais l'idée du film, au démarrage de ce projet, est-ce que tu peux nous parler de ça? Et en fait, c'était en 2011. J'étais en résidence à la Casa Velasquez à Madrid pour une série de photos que je faisais sur un moine qui construit une cathédrale tout seul en banlieue de Madrid. Et je finissais cette série de photos. Et quand j'ai entendu l'écrivain français Olivier Adam parler de ce qui était à l'époque son dernier livre, qui s'appelle Le cœur régulier. Alors, je te coupe parce que je précise, effectivement, tu parles de photos et tu as plutôt une formation de photographe avant celle de réalisateur. Ça, tu peux peut-être en dire juste un mot pour qu'on te... Ouais. J'aurais dû commencer par ça. Non, c'est important, oui, parce que je suis diplômé de l'école de photographie d'Arles. Et effectivement, La Ronde est mon premier film, qui était au départ une idée de photo qui s'est transformée en film. La première fois que j'ai suivi Shige lors d'une de ses rondes, et que j'étais dans son dos et que je le voyais marcher. Et pour en revenir au début du film, j'ai écouté Olivier Adam parler de son livre et qui mentionnait l'existence donc de Yukio Shige, et dont l'un de ses personnages s'inspirait. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'envie d'aller le rencontrer, d'aller voir ce qu'il faisait. Le livre d'Olivier Adam, c'est Le cœur régulier, c'est ça? Le cœur régulier, oui. Alors, d'accord, mais bon, c'est pas le tout d'aller le rencontrer. Tu as l'air de dire que, tiens, je vais aller le rencontrer, ce monsieur. Ça a l'air simple. C'était simple, oui et non. C'est-à-dire qu'il me paraissait faire quelque chose d'essentiel, même à l'autre bout du monde, et j'avais envie d'aller voir ça de plus près. Et je venais de sortir de 5 ans, donc à photographier un homme qui construisait une cathédrale, et qui, lui aussi, était pour moi un exemple dans un autre registre, mais de volonté, et visant à atteindre quelque chose que je comprenais pas forcément très bien, mais de beau, qui me dépassait. Et l'un et l'autre, disons, répondant à une nécessité intérieure, et qui s'était fixée eux-mêmes. Et donc Rousseau pendant 50 ans, et Shige, donc, comme il le dit, depuis une quinzaine d'années. Donc pour moi, il y avait un pont entre l'Espagne et le Japon, et c'est ce qui m'a fait le franchir. Ensuite, la mise en place du film a été plus difficile, parce que c'est vrai que je ne parle pas du tout japonais, et je pensais que Yukio parlait anglais, mais non. Donc on s'est retrouvés en face à face, et c'était un petit peu étrange comme rencontre. Et pour le rencontrer, ça a été facile, de fait? Et là, je suis allé jusqu'à Tojimbo, et je pensais le rencontrer très, très facilement, très rapidement, et en fait pas du tout. Disons qu'il m'a fallu une journée entière, alors qu'en fait c'est même pas une ville, c'est une rue commerçante qui débouche sur des falaises. Tout le long il y a des commerces, et personne ne vit là, personne ne dort là-bas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de maison. Et pourtant je ne le trouvais pas. Et quand j'interrogeais les gens, les quelques personnes qui parlaient anglais, en fait personne me répondait. Et j'ai compris plus tard qu'en fait ils faisaient semblant de ne pas comprendre ce que je leur demandais, et à la prononciation de Yukio Shige de faire semblant qu'ils ne connaissaient pas cet homme, parce qu'en fait son commerce, qui est son restaurant, est juste au pied de la tour de contrôle, et en fait vraiment juste à 10 mètres de cette rue commerçante. Mais sa présence et son activité là-bas est gênante et taboue, même là-bas, et qu'un occidental s'intéresse à cet homme-là était dérangeant. Il y avait déjà là quelque chose dès le départ qui était intriguant, et oui, qui posait un questionnement qu'on va retrouver évidemment dans le film. Alors justement, le travail de ce film s'est passé par de longues discussions, des temps d'échange, des temps de ronde avec Yukio. Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu aussi? Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ j'avais une idée de photo, et qui en fait assez vite est tombée à l'eau, ça marchait pas. Et en accompagnant Shige lors de ses rondes, et en voyant cet homme faire cette marche d'1,5 km, je me suis dit effectivement c'était le mouvement, et qui pouvait restituer un peu ce qu'il faisait. Et en passant du temps avec lui, je me suis rendu compte
vraiment, cette marche-là était le cœur de son action. C'est par là qu'il a commencé, et c'est de là d'où tout part. Et cette obstination à arpenter le même terrain, la même marche depuis 15 ans, je la trouvais bouleversante. Et la simplicité de son action, par rapport à la nécessité de sa conséquence ou de sa cause, était, je trouve, cinématographiquement intéressante à essayer de restituer. Et du coup, justement, la forme de ce film est venue un petit peu toute seule, alors, par rapport à cette marche. Oui, je voulais essayer je crois que je voulais faire une photo en mouvement, une longue photo en mouvement, où j'ouvrirais l'obturateur au début et le fermerais à la fin de sa ronde. Et là, le film restitue pratiquement l'intégralité de sa marche. Il y a quelques petites coupes, mais en fait, on rate très peu de son parcours. Et je voulais garder cette forme la plus brute possible, d'être dans ses pas, de le suivre et de monter le moins possible. La plus épurée aussi. Alors, justement, sur le filmage, tu as travaillé avec un chef opérateur. Comment vous avez travaillé ensemble? Parce qu'effectivement, là, il y a évidemment une complicité et une entente à trouver pour tenir le pari de ces longs plans séquences avec Yukio. Oui, le choix du chef opérateur était vraiment très important. Et j'avais contacté Mathias Messa, qui est un chef opérateur et un steadicammer qui a travaillé sur 3 films de Gus Van Sant, sont Jerry, Last Days, Elephant. Et bon, j'étais admiratif de son travail sur ces 3 films-là. Et je l'avais contacté pour savoir si ça pouvait l'intéresser. Et à ma grande surprise, il m'avait répondu que oui. Et je crois et tu pensais à ce moment-là notamment au plan d'Elephant, quand on suit les personnages dans les couloirs, au plan d'Angérie, quand on suit les... C'est ça que tu avais... C'est ça, oui, c'était ces images-là que je projetais quand je voulais faire le film, et que le film disait encore qu'un projet. Et d'être dans un temps suspendu, mais au plus proche de cet homme, avec un cadrage près des épaules, pour essayer d'être le plus proche de lui, un peu dans sa tête. Et je trouvais que ces films-là étaient admirables sur ce registre-là. Et Mathias, lors du tournage, m'a beaucoup impressionné, parce qu'en fait, il avait peu de consignes. À part ce cadrage-là et la proximité que je voulais avec Shige, en fait, il devait tout le temps s'adapter à la marche de Yukio, qui n'avait pas de consignes. La seule, c'était de faire ce qu'il faisait d'habitude. Donc en fait, quand Yukio franchit la barrière, Mathias n'est pas du tout prévenu. Quand il descend sur les falaises, qui sont vraiment escarpées, il doit s'adapter, il doit y aller, en me disant la seconde fois qu'il n'irait plus. et de la même façon, quand on rencontre cet homme sur le banc, il doit s'adapter et trouver le cadrage tout de suite, sans aucune mise en scène, sans aucune préparation. Le cadrage et la distance, la bonne distance. Oui. Et continuer de tourner s'il le sentait, si on sentait l'autorisation de Shige, ou s'arrêter, si ça allait trop loin. Donc il a eu un rôle très majeur. Juste, tu viens de dire s'approcher ou pas, s'il a l'autorisation de Yukio qui parle pas beaucoup et qui est dans sa ronde, ça suppose qu'en amont, on a parlé un peu du repérage, mais effectivement ce temps de tournage, combien de temps ça a duré, combien de rondes vous avez fait finalement pour le bien du film, le montage du film, le temps de tournage, comment ça s'est passé? Le premier tournage a duré 1 semaine, et c'était ce tournage que j'ai fait avec Mathias et qui nous a permis de filmer la ronde. Après, j'y suis retourné, mais pour des choses plus ponctuelles, notamment enregistrer la voix off. Mais toutes les images ont été faites en 1 semaine. Et en fait, on a fait peu de rondes, on a fait 3 ou 4. Mais j'avais choisi en fait cette période qui s'appelle la Golden Week, qui est au printemps, qui correspond à 1 semaine de jours fériés pour les Japonais.
et qui en profitent donc pour se déplacer en masse et visiter certains lieux du pays. Et Tojimbo est un lieu important souvent dans cette semaine-là, et Tojimbo est jamais aussi animé que durant cette semaine. Donc je savais qu'il y aurait du monde, qu'il y aurait des touristes, et c'était important pour moi de jouer sur ce contraste-là, entre une ville qui est un lieu de divertissement la journée et un lieu de mort la nuit. Mais on peut dire de ce point de vue-là, un lieu de divertissement, oui, ça c'est un petit peu, il y a un côté un petit peu péjoratif dans un lieu de vie aussi. Parce qu'au départ, quand on voit une famille au bord de la falaise avec des enfants, se prennent en photo, enfin c'est la vie quoi. Donc il y a ce contraste-là qui est très fort. Oui, et pour Yukio lui-même explique qu'il a des souvenirs d'enfance et que lui-même faisait ces promenades-là, et il garde des souvenirs heureux de ces moments passés à Tojimbo. Mais ça, il faut s'imaginer que chaque personne ou chaque adulte qui va à Tojimbo, japonais, sait très bien en fait ce qui s'y passe la nuit. Donc il y a une forme de fascination un peu morbide pour se faire un petit peu peur, mais pas trop, et repartir avant que le soleil se couche. Et ce lieu attire donc voilà des familles pour passer un moment agréable, et en même temps aussi des gens désespérés qui traversent tout le pays pour y aller. Et parfois ils font là comme ce couple 500 km pour y aller comme vraiment un vrai pèlerinage vers la mort. Mais ça suppose qu'avec le chef opérateur, encore une fois, enfin alors bon, moi je suis pas technicien du tout de l'image, mais bon, il y avait quand même dans votre démarche, il fallait absolument qu'on ait aussi un petit peu cette profondeur de champ pour voir un petit peu ce qui se passait derrière, notamment au début, dans la première partie, de voir toute cette vie de Tojimbo se dérouler aussi voilà. Oui, je voulais effectivement que le lieu puisse s'exprimer par touche, donc autour de Yukioshige, et aussi la falaise, par exemple, quand il descend en contrebas. Et là, le choix d'un stabilisateur était important aussi pour ça, pour amortir un peu tous ces pas et laisser aussi une disponibilité au spectateur pour suivre son témoignage. Alors, dernière question de ma part, et puis après on donne la parole à la salle. Tu parlais d'être revenu pour l'enregistrement, enfin pour la voix, pour le texte. Tu peux nous expliquer ? Ouais. Oui, en fait, c'est peut-être ce qui m'a demandé plus de travail, l'enregistrement de ce texte-là, de son témoignage, et le montage de ce texte. Et essayer de trouver l'ajustement le plus pertinent. Parce que Yukio a beaucoup de choses à dire sur son action, c'est un ancien policier, il a une pensée très structurée, il peut en parler beaucoup et longtemps, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de points d'entrée dans son histoire. Et j'ai commencé en fait juste en tête-à-tête à lui poser quelques questions, à lui soumettre un questionnaire écrit auquel il a répondu. Puis après, je suis revenu en France, je l'ai fait traduire, donc j'ai pris connaissance de ce qu'il me disait plus tard. Et après, je suis revenu, donc enregistré en studio, après avoir réécrit, mais en respectant le plus précisément possible sa pensée, et puis lui-même, après, évidemment, l'a relu avant de l'enregistrer, son témoignage. Et donc ça s'est passé comme ça en deux ou trois temps. Et effectivement, ensuite, à reconstituer, à recomposer au montage, oui, ça ne devait pas être évident. Oui, parce que je voulais pas abrutir le spectateur de trop d'informations, et en même temps donner suffisamment pour qu'on sache qui il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et un peu les enjeux de son action. Donc il y avait une sorte de balance, d'équilibre à essayer de trouver, et c'est ce qui a été le plus difficile. Et la lettre de ce couple de 2004, ça, il te l'a fait lire assez aisément. C'était... Ouais, tout de suite, il a accepté l'idée du film, parce que pour lui, c'est important de faire parler de son action, et je crois qu'il voyait ma démarche aussi, pour lui, comme une opportunité de diffuser encore un peu plus son action, que ce soit au Japon ou ailleurs. Et il a été vraiment d'une grande bienveillance et disponibilité pour moi, et tout de suite, il m'a lu cette lettre-là, qu'il a dépliée, et effectivement, qui était enveloppée dans une enveloppe cachetée avec un sparadrap. L'objet était très émouvant, et il m'a tout de suite expliqué que c'était vraiment là aussi le point de départ de son action. Et bon, je voulais aussi le mettre en début du film pour respecter un petit peu
même la propre chronologie de Yukio. Alors, je me tourne vers vous. Alors, d'abord une petite première question. Est-ce que lui a vu ce film? Oui, il l'a vu. Oui, il l'a vu et je crois que ça lui a plu. Enfin, il a trouvé que c'était bien écrit. Mais bon, il m'a juste fait un retour par mail. Je l'ai pas revu depuis, donc je peux pas vous en dire plus. À part le fait qu'il m'en a demandé 70 copies pour le diffuser dans son association et voilà. Après, j'ai une autre question. C'est bon, on a vu aussi Un cœur régulier adapté au cinéma, le film, plus celui-là. Est-ce que les Français sont les seuls à s'intéresser à ce sujet, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui font des recherches ou qui font des documentaires là-dessus? Oui. Pendant que je faisais le film, il y avait aussi un Chinois qui avait fait un documentaire sur l'action de Chiguet et qui s'appelle The Gatekeeper, je crois. Voilà. Mais je tiens juste à préciser que j'avais commencé avant lui, mais j'ai mis beaucoup plus de temps à le faire. Voilà. Non, mais je trouve qu'il y a un tel engouement français pour le Japon, pour la question, beaucoup de sujets sont traités, que je me demandais si les autres pays aussi étaient attirés par le Japon comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une attirance très forte de la France vers le Japon, mais aussi réciproquement du Japon vers la France. Oui. Une forme de fascination mutuelle. Mais on n'a pas encore complètement le monopole de la fascination. Et voilà, d'autres personnes peuvent être s'intéresser. Oui, merci d'abord beaucoup pour ce film très émouvant. Et justement, c'est plus par rapport à un ressenti que par rapport à une question. Parce que le début, la lettre, j'ai trouvé ça très émouvant, mais ça termine mal quand même, parce que bon, ils finissent par se pendre. Et tout le travail de Yukio, c'est justement d'essayer d'éviter ça. Et j'aurais eu envie à la fin qu'il y ait des témoignages des personnes qui justement ne se sont pas suicidées pour montrer que le film débouchait sur quelque chose quand même de positif et que justement ça débouchait sur la vie et non pas sur la mort. Voilà. C'est un souhait qui sera peut-être exaucé. Et parce que l'année prochaine, je vais faire une résidence de 3 mois au Japon, à la Villa Kujiyama, qui viserait ça, de recueillir les témoignages des personnes sauvées. Parce que j'imaginais que, par exemple, quelqu'un qui avait été sauvé avait fait fortune et continuait l'association. Je ne sais pas si j'arriverai à ce happy end. Bien sûr, c'est de la fiction, mais pourquoi pas en même temps? Mais son association se porte bien. Hein. Il y a pratiquement une centaine de personnes réparties dans tout le pays. Et il y en a une quinzaine à Tojimbo même qui font les rondes et le relais. Et d'autres répartis dans tout le pays pour accompagner les gens, une fois revenus chez eux, s'ils ont besoin d'aide. D'accord. Donc c'est vrai que j'aimerais bien aller... Voilà, faire une suite. Aller voir à la fois les gens de cette association et des personnes sauvées, les retrouver peut-être des années après leur sauvetage par Shige, qui me racontent à la fois pourquoi ils sont allés à Tojimbo et comment ils ont reconstruit leur existence. Puis voir par exemple l'enfant de celui qui a eu un chagrin d'amour, voilà, des choses comme ça m'aurait fait plaisir. Voilà. Mais dans le fond, ça y est quand même ça, puisqu'il y a cette fameuse rencontre. Et on a le témoignage de cet homme qui... Alors, bon, le destin de cet homme, on n'en sait rien, mais c'est quand même une séquence très forte dans le film. Alors ça, sur le plan de la dramaturgie du film, je pense que, bon, au niveau du montage, tu l'as intégré et voilà, au rythme et à la progression du film. Mais vous, au moment du tournage, alors c'était une hypothèse, évidemment qu'on ne peut pas déterminer à l'avance, mais quand même. Alors quand ça s'est produit, et puis ensuite, bon, aussi ce petit détail quand même dans l'image qui n'est pas rien, qui est le visage flouté. Aussi. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette séquence que tu ne cherchais pas absolument? Oui, à l'écriture, évidemment, elle apparaissait pas. Je pensais pas qu'on pourrait...
c'était une hypothèse, effectivement, comme tu l'as dit, et on s'y préparait un petit peu. Mais là, c'est l'avant-dernier jour de tournage et on n'avait pas fait de telles rencontres avant. Et on en avait parlé un petit peu avec Yukio et en fait, on attendait juste un signe de sa part pour arrêter de tourner si lui estimait qu'il en avait besoin, enfin qu'on s'arrête. Mais à partir du moment où il a continué son action, pour nous, c'était une sorte de feu vert où on pouvait continuer. Mais la surprise était quand même bien, bel et bien là. La seule condition effectivement que Yukio nous demandait, c'était de respecter l'anonymat de cet homme, donc de flouter son visage. Et c'est aussi un petit peu pour ça que l'entretien se déroule dans le noir, à la fois pour préserver son anonymat, mais aussi pour, en termes de cinéma, d'essayer de conserver le maximum une sorte d'unité de lieu et de temps. Et de vraiment se concentrer sur les paroles, les intonations, à la fois de cet homme-là et de la femme qui l'entretient. Et de se concentrer là-dessus. Il y a une question par là. Oui, le nom de l'association, c'est l'association des lettres qui vous vont droit au cœur, c'est ça ? Oui, recueil des lettres qui vous vont droit au cœur. Je trouve ça très beau comme... Je trouve ça magnifique comme nom d'association. Oui, parce qu'en fait, à la fois, il reçoit des lettres de gens qui se sont tués, enfin, comme il le dit quand il passe dans les toilettes publiques, il laisse des lettres avant de se tuer, ou alors effectivement des lettres de remerciement après avoir été sauvé. Et il explique que c'est la lecture de ces lettres qui lui ont le plus appris. Bonjour. Moi j'avais une question en fait, c'était par rapport à l'écriture au début et à la fin en fait, ça part en travelling arrière en fait, en long plan séquence. Et alors je sais plus si c'est accompagné de la lettre en fait, ça commence à être accompagné de la lettre en voix off. Mais en fait je me posais la question, est-ce que ça parle de fantômes à ce moment-là en fait, enfin je me suis vraiment posé la question de l'intention à travers ce plan. Est-ce que on filme des fantômes en fait qui sont sur la route alors après je vais un peu loin peut-être, très subjectif tout ça, en fait qui vont vers la falaise et à la fin ce long plan final qui va vers la ville, qui les ramène à la ville, je sais pas en fait, ou est-ce que c'est juste tout simplement une entrée dans le film en fait en lenteur en fait qui va nous amener à ce personnage quoi. En fait est-ce qu'il y avait une intention Oui, ces deux travelling arrière fonctionnent un peu comme des parenthèses pour amorcer le film et le terminer. Et le premier travelling arrière, donc de nuit, et en fait on se retire déjà d'un spot où les gens se tuent pour s'approcher de la barrière, me semblait être le meilleur support pour recevoir ce témoignage. Puisque voilà, ce couple a marché sur ce sentier-là, avec l'intention de se tuer. C'était effectivement comme... j'avais pas l'idée vraiment de fantôme, mais en tout cas de faire cohabiter cet espace-là avec ce témoignage-là, qui a contenu véritablement leur souffrance avant de rencontrer Yukio et d'avoir l'espoir. Et le dernier travelling arrière, où on s'échappe on sort de la ville, était pour restituer un peu le lieu à lui-même, pour rendre le lieu à lui-même, et avec ses commerces qui se ferment, et essayer de faire apparaître un peu l'aspect décor qui est Tojimbo, avec ces magasins qui se ferment et le long de cette rue. Et la vie continue. Les gens mangent des glaces, les commerces se referment et demain ça recommencera. Et on pouvait aller comme ça jusqu'au bout vraiment de la journée. Je vous remercie de ce film magnifique. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'aime beaucoup la complicité que vous avez avec le spectateur, en donnant un peu de la voix de Yoko quand il se retourne pour dire ce que la caméra ne vous gêne pas, donc nous rappeler que vous êtes bien là derrière. Et ensuite, la voix aussi de la personne qui accueille, la voix off avec ses concentrés très proches de la personne en détresse. Et j'ai bien aimé toute cette construction entre, on est au cinéma, quoi. Et en même temps, on est aussi là, on est témoin, quoi. C'est super, hein. Effectivement, la voix de cette femme est
vraiment, vraiment belle, et elle a une place très importante aussi dans l'association, parce qu'elle est avec Shige depuis le début, et elle-même a une histoire assez tragique, parce que ses 2 parents se sont suicidés lors de son adolescence l'un après l'autre, et ils travaillaient ensemble dans le même commissariat de police. Et quand Yukio est parti à la retraite, elle l'a suivi naturellement pour l'aider. Et ça me tenait à cœur qu'elle apparaisse. Et la lettre est lue par sa fille. Voilà, qu'on a enregistré ensemble. Mais de toute façon, il n'est pas très bavard pendant la ronde. Non. Bonjour. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé plus largement à la question du suicide au Japon. Je ne connais pas bien le Japon, mais il me semble qu'il y a un des taux de suicide les plus importants au monde. Est-ce que vous vous êtes renseigné un peu là-dessus ? Oui, je me suis renseigné un petit peu là-dessus, puis Shige m'en a aussi parlé. Donc c'était important que j'ai quelques éléments, quelques connaissances là-dessus. Et ça apparaît dans le film. Enfin, c'est vrai que ce phénomène de se rendre parce qu'il y a 50 lieux de suicide répertoriés au Japon. Ils sont connus. Tojimbo est le 2e en nombre d'importance de suicide. Le premier, c'est une forêt au pied du mont Fuji. Les gens donc traversent le pays entier parfois pour se tuer. Donc il y a des caractéristiques proprement japonaises au suicide qu'il faut que je connaisse et qui apparaissent un petit peu dans le film. Mais en même temps, voilà, je cherchais pas à faire Comme quoi par exemple, faire croire aux Japonais que leur corps va s'évaporer s'ils se tuent à Tojimbo. Et cette mythologie, elle peut fonctionner, je pense, sur quelques Japonais par rapport à leur rapport à la nature, au bouddhisme, au shintoïsme. Il y a des éléments comme ça où ce moine enivré de saké, cette légende. Mais je voulais pas faire une analyse du suicide au Japon, et le phénomène en fait est sans frontières. Je crois qu'elle est la cause la plus importante de mortalité chez les jeunes dans le monde. Et voilà, c'était important d'avoir quelques éléments de connaissance, mais je voulais pas me focaliser là-dessus. Et vraiment, c'est la volonté de cet homme que je voulais avant tout mettre en avant. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance sonore, le paysage, aussi bien tout au début, quand on découvre en même temps les bruits que les arrière-plans, enfin tout ce qui se passe dans le paysage. Et ensuite le calme qui se dégage tout au long de la marche. Est-ce que vous accompagnez le caméraman ? Et combien vous étiez à marcher et avec quelles chaussures ? On était 5, parce qu'il y avait le chef opérateur, son assistant, l'ingénieur du son, la traductrice et moi. On était 5, et on essayait de faire le moins de bruit possible et de se cacher le mieux possible. Et on n'avait pas prévu le coup de la cabine téléphonique et du reflet de la cabine téléphonique. On s'est fait attraper à ce moment-là. Mais on devait faire attention à l'emplacement de la caméra et au mouvement de Mathias. Et là aussi, au moment du mixage, il y avait un dosage à trouver entre faire exister le lieu, les ambiances sonores du lieu, et en même temps que ça n'empiète pas sur le témoignage. Donc voilà, c'était un travail d'équilibre encore à trouver pour situer à la fois les deux, enfin essayer. Et les chaussures ? Et les chaussures, non, c'est vrai qu'on n'était pas allé jusqu'à ce degré d'élaboration, mais si, pour prolonger un peu la réponse, c'est que donc l'ingénieur du son faisait une captation en direct, et après en fait a fait des rondes seul avec Yukio pour juste enregistrer le bruit de ses pas qu'on a utilisé ensuite sur des morceaux où en fait on entendait le troupeau d'éléphants qu'on était derrière lui pour remplacer ça. Voilà. Bonjour. Est-ce que dans la culture japonaise, il n'y a pas une ritualisation un peu du suicide comme on peut voir avec les samouraïs ou avec les kamikazes ? Est-ce que c'est pas présent aussi dans tous les gens quoi ? C'est vrai que une fois qu'on a le sentiment d'échec, de pas avoir été à la hauteur, que ce soit sur le plan professionnel ou lors de ses études ou même sentimental, si on n'a pas construit de famille, si on est célibataire, je crois qu'on peut nous renvoyer effectivement
on peut très vite être isolé et se retrouver seul, et la société va pas forcément se tourner vers nous pour nous aider. Et le suicide peut apparaître comme une forme de solution pour mettre fin à cette souffrance, à ce sentiment de honte, et racheter un petit peu d'honneur au Japon. Et il y a du coup dans le film, par rapport aux causes, quelque chose d'assez politique, avec l'explication d'une vie sociale qui devient trop compliquée, une sorte de désespoir lié à une société en crise. C'est très fort, ça. Puisque la question des allocations, notamment sociales, dans la lettre, et puis ça revient. Là, il y a un propos aussi très fort sur la société elle-même et sur au-delà justement des chagrins d'amour et tout cela. Oui, c'est très présent. Oui, il y a une crise économique très forte au Japon. En 2010, et effectivement avec un pic de suicide qui a accompagné ça. Et quand dans la lettre, le couple explique qu'ils ont reçu 500 yens, ça correspond à 5 euros, 4-5 euros à chaque fois. Et cet employé de la municipalité qui lui dit si vous voulez vous suicider, allez-y, ne vous gênez pas. Il n'est pas rare de voir au Japon, effectivement, il n'y a quasiment pas de retraite, par exemple, pour les personnes âgées. Donc ils font des petits boulots, souvent très difficiles, le long de la route ou ailleurs, pour gagner 3 sous. Et il y a à la fois une honte sociale d'échouer, de ne pas avoir été à l'auteur, et puis un isolement. Les gens se détournent d'eux. Et effectivement, la misère sociale existe aussi pleinement et contribue à l'augmentation du suicide là-bas. Ouais. Et le défaut de la société est rattrapé par des actions individuelles telles que... ça c'est une question qui se pose dans plein de domaines et qui doit nous questionner partout. Dans toutes nos sociétés contemporaines. Quoi. Oui, il y a un auteur haïtien que j'aime bien, Lionel Trouillot, qui dans l'un de ses romans pose la question qui paraît un peu désarmante de simplicité, mais c'est quel usage fais-tu de ta présence au monde ? Il interroge son personnage, et c'est vrai que Yukio il répond de façon forte et profonde, parce que vraiment, à sa retraite, il aurait pu continuer de donner quelques conférences grassement payées. Il avait été lieutenant de police, il avait une bonne retraite, et lui-même a eu un sentiment de révolte personnel face à ce phénomène-là. Et personne ne lui a rien demandé. Au contraire, il a même eu des obstacles pour ça. Mais alors, justement, par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est la Bible qu'il laisse. Et même son discours à la fin, qui est un discours assez chrétien, presque un peu christique. C'est curieux là, quand il dit je prends la souffrance, mais la Bible d'abord, cet objet, je me suis étonné que ce soit l'un des objets qu'il laisse. Oui, j'ai été surpris aussi de voir ça dans la cabine téléphonique, et surtout qu'il y a vraiment très peu de catholiques au Japon. Et je sais pas, c'est vrai que j'imagine il y a l'envie chez lui de proposer à ces gens une forme d'échappatoire, de beauté, et il tente un peu tout pour leur apporter quelque chose, jusqu'à déposer une petite Bible, quelques pièces de centimes pour appeler, ou des cigarettes simplement pour leur procurer un petit moment d'apaisement. Mais je sais pas trop comment dire. Il n'est pas chrétien, catholique. Non, pas du tout. Il y a encore le temps pour 2-3 questions. Alors, une là-bas et puis après. Bonjour. Moi, j'aimerais avoir des renseignements par rapport à l'association. Déjà, ils sont donc 3, j'ai compris, à faire le chemin de ronde, à surveiller. Et par la suite, les gens peuvent rester combien de temps dans les foyers, être accueillis et aidés ? Et combien de personnes travaillent sur l'association à peu près ? Et quels sont leurs apports financiers ? Par quels moyens ils peuvent assurer le devenir des gens ? Alors, ils sont 3 à se relayer dans la journée. En fait, quand une journée commence, ils sont 3 et il y a un départ toutes les heures.
Ensuite, en fait, dans l'association, ils sont pratiquement une centaine. Donc, comme je le disais tout à l'heure, répartis dans tout le pays, et une quinzaine à Tojimbo pour à la fois faire fonctionner le petit restaurant qu'ils ont là-bas, et le foyer, et aussi faire les rondes. Et les personnes sauvées, en fait, peuvent rester un peu le temps nécessaire à leur reconstruction. Souvent, ils commencent par aider un petit peu au restaurant, par exemple à servir les clients, ou qui leur permettre d'intégrer un peu, d'avoir une fonction et d'avoir un rôle à tenir. Et puis quand eux se sentent prêts, ils peuvent repartir. Donc il n'y a pas de programme strict. C'est suivant l'évolution de chacun et le temps que chacun a besoin pour essayer de reprendre le chemin de son existence. Et l'association est financée principalement par les économies de Yukio Shige. Et il a fait plusieurs demandes pour avoir des subventions. Et pendant pratiquement une dizaine d'années, il n'a eu que des réponses négatives. Et c'est que donc, très récemment qu'il a eu une petite allocation de l'État qui lui permet donc de couvrir quelques frais. Alors bonjour. En fait, moi je m'interroge sur le paradoxe qu'il y a entre les personnes qui ont refusé de vous indiquer Yukio et l'intérêt en fait que je constate à travers différentes œuvres qui sont des témoignages sur la culture japonaise que nous, en tant qu'occidentaux, portons à ce qui est totalement caché par la pudeur chez eux. Et tout cet intérêt pour... je peux pas m'empêcher en fait de faire le parallèle avec par exemple le travail d'Amélie Nothomb qui a été aussi traduit au cinéma pour certains de ses ouvrages, mais beaucoup de choses sur la délicatesse, leur philosophie qui est si fine, oui, délicate, très pudique, très cachée, la nécessité pour eux d'aller droit aux mots lorsqu'ils parlent et d'essayer d'évacuer les fioritures et d'aller à l'essentiel. Je trouve que nous, on s'intéresse beaucoup à cette philosophie. Je me demandais si vous aviez constaté que sur place, c'était quelque chose d'admis et qui, eux, les Japonais, ne les intéressait pas et qui restait une curiosité pour nous en tant que spectateurs et personnes extérieures, ou si même chez eux, ça a un vrai intérêt et une vraie place. C'est vrai que le raffinement et la finesse de leur culture existent bel et bien, mais c'est vrai qu'elle a un coût, humain très fort. Et si on ne reste pas dans les clous, si on n'arrive pas à tenir la place un peu dans laquelle on nous dirige, on est vraiment laissé sur le bord de la route. Et bon, moi je suis rentré au Japon à travers cette histoire-là, donc j'ai été particulièrement sensible. Ensuite, il y a une forme de système mis en place. Les gens gagnent de l'argent, accueillent les touristes. Tout le monde sait, dans son coin, dans sa tête, qu'il y a des suicides qui se tiennent là. Mais les gens gagnent de l'argent, les pompes funèbres accueillent les familles des gens qui se sont tués. Il y a les bateaux qui font le tour, qui longent les falaises, indiquent aux touristes où les gens se tuent. Leur disent même de faire attention au moment où ils vont développer leurs photos parce qu'ils pourraient peut-être trouver quelque chose sur leur image. Donc il y a un système qui est construit là-dessus, un système de groupe, et on n'y touche pas. Et c'est vrai que là, ça nous paraît incroyable, improbable, mais c'est une société qui n'a pas les mêmes ressorts et où l'individu n'a pas la même place, n'a pas la même liberté non plus. Et ce qu'a fait Yukio, c'est quand même très très rare de s'extraire de ce système-là, le condamner. Et on lui a même reproché de jeter une mauvaise réputation sur le lieu, parce qu'il soulevait juste quelque chose que tout le monde savait, mais il perturbait l'ordre établi. Et à la fois, c'est effrayant, et en même temps, il y a, pour d'autres aspects, en tout cas, il y a une forme ça permet, je crois, de développer une forme de cohérence, de solidarité entre eux, et d'union aussi. C'est compliqué à étudier, mais il y a des ambiguïtés et des paradoxes, c'est sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer la chanson finale? Parce qu'elle n'est pas traduite, et il m'a semblé qu'elle n'était pas le fruit du hasard,
parce que je crois avoir lu au générique que, soit c'est un homonyme, mais enfin que Yukio avait écrit en partie les paroles. Alors je me suis dit, ouais, ça doit signifier quelque chose. Oui, c'est un homme qui a beaucoup de talent. Il est aussi un peu musicien. Et en fait, dans son restaurant, à Tojimbo, là on le voit rentrer, c'est un petit restaurant. En fait, sa spécialité, c'est le mochi, qui est un dessert japonais. Et qui sert en fait là-bas, et notamment aux personnes désespérées, parce que c'est un plat qu'on sert dans les réunions de famille. Donc pour leur rappeler des moments heureux passés en famille, et déjà les réconforter un peu par ce gâteau-là. Et la chanson qu'il a écrite, en fait, n'est pas traduite parce que c'est une succession de calembours, de jeux de mots intraduisibles en français, et sur le mochi, sur ce gâteau, ça s'appelle Sato Mochi. Et en fait, il y a un petit haut-parleur devant son restaurant, et en fait, quand il rentre, on entend la chanson qui tourne en boucle. Il y a 3 ou 4 chansons qui tournent en boucle toute la journée. Et en fait, je n'ai fait que la prolonger lors du travelling arrière, mais elle était déjà là, en fait, quand il, dans le son direct, quand il rentrait dans son restaurant. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, réaction sur le film? Redis-nous peut-être le travail que tu vas prolonger là au Japon, pour voilà, qu'on sache à quoi s'attendre un petit peu pour le prochain film, si c'est un film. Oui, ce sera un film. Après, je ne sais pas ce que je vais y trouver, je ne sais pas si ça aboutira. Mais en tout cas, mon attention, oui, pour l'instant, je l'ai provisoirement appelé après Tojimbo. Et ce serait aller à la rencontre des personnes sauvées par Yukio, que ce soit il y a quelques jours, quelques semaines, ou il y a une quinzaine d'années, pour recueillir leur témoignage et prendre en charge une partie de cette histoire-là qu'on sent dans ce film-là, qui pointe le bout de son nez, mais qui n'est pas développé, et qui me semble être intéressant. Je pense que ça pourrait former un diptyque intéressant. Il me semble avoir lu, mais je ne sais pas où, parce que bon, c'est vrai que quand on tape sur Internet, on trouve quand même quelques articles, qui rendent compte de cette histoire. Moi, il me semble avoir lu que néanmoins, sur les dernières années, que le nombre justement de suicides a diminué. C'est vrai. Je crois qu'il y a en 2004, il dit qu'il y a une 24 suicides qui sont arrivés. Je crois qu'il est arrivé qu'il y en ait pratiquement une quarantaine, pratiquement un par semaine, en sachant qu'en plus en hiver, il n'y en a pratiquement pas, jamais. Donc, et le chiffre a considérablement réduit grâce à son action, et je crois que l'année dernière, il n'y en avait que 7, par exemple. Donc, son action a une vraie utilité. Et il explique qu'en 15 ans, il y a près de 600 personnes qu'il a sauvées, et lui est absolument persuadé qu'il y a toujours une solution à trouver, à chercher pour sauver les gens du suicide. Et qu'il est en mission, je crois qu'il le dit lui-même, et on est au cinéma, donc il a tous les atours d'un véritable héros de film de cinéma. C'est comme ça que je le voyais. Voilà, merci beaucoup Blaise pour ce film.